l'OMS a édité un rapport qui s'appelle le rapport World Report on Aging and Health, qui est en fait la définition de vieillir en bonne santé. Et pour l'OMS, vieillir en bonne santé, c'est quoi? Ben, c'est conserver ses fonctions avec l'avance en âge, bon, ce qui est quelque chose au, auquel on peut s'attendre, mais avec une notion qui est pour moi très intéressante, c'est continuer à être ce que l'on est, à faire ce qui est important pour nous. Et pour moi, c'est une notion qui vient se rajouter, qui finalement prend en compte ce qui compte pour les personnes âgées. Hein, une personne âgée qui vieillit bien, c'est pas simplement une personne âgée qui reste en bonne santé quelque part, c'est une personne âgée qui continue à faire ce qui est important pour nous, pour elle en tout cas. Et donc, l'objectif de bien vieillir, ben, ça va être que les gens puissent continuer à faire ce qui est important pour eux. Hein, et donc, l'OMS a défini ce que l'on appelle des capacités intrinsèques et des aptitudes fonctionnelles. Alors, les capacités intrinsèques, bon, c'est l'ensemble de nos capacités, qu'elles soient physiques, mentales, et qui décrivent le statut biologique, personnel, psychologique. C'est ce qu'on a l'habitude finalement de connaître en médecine. Et puis, il y a les aptitudes fonctionnelles. Et les aptitudes fonctionnelles, quelque part, c'est l'interaction entre nos capacités intrinsèques et avec l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est autour de nous. Parce qu'effectivement, quand on vieillit dans un environnement, et la manière dont on va s'adapter à l'environnement ou la manière dont l'environnement va s'adapter avec nous va nous permettre de vieillir mieux dans certaines conditions. Et donc, voilà, le développement de l'aptitude fonctionnelle, c'est ça qui permet aux personnes âgées de jouir d'un état de bien-être, de continuer à faire ce qui a pour eux de la valeur. Je vais vous donner tout à l'heure des exemples qui vont être plus parlants. Alors, cette diapositive, elle est intéressante parce que vous voyez que finalement, on passe en vieillissant d'un état de robustesse à un état de dépendance. Et vous voyez qu'en passant de l'état de robuste à l'état de dépendance, ben, les capacités intrinsèques, elles diminuent, elles vont même s'effondrer dans les mois qui précèdent la fin de la vie. Et vous voyez que quelque part, l'objectif, quand on ne peut pas empêcher les capacités intrinsèques de diminuer, c'est de maintenir au plus haut des aptitudes fonctionnelles. Et vous voyez que finalement, les deux courbes finissent par s'éloigner. Et elles finissent par s'éloigner comment? Eh bien, en interagissant avec l'environnement. Hein? Donc, quand on est robuste, on prévient les maladies chroniques, on assure la détection et le contrôle précoce. Et c'est là, évidemment, que l'insuffisance cardiaque va intervenir. Et puis, effectivement, plus on va avancer dans l'âge et dans la fragilité, plus on va traiter les maladies chroniques avancées et plus on va utiliser l'environnement pour garder des aptitudes fonctionnelles le plus haut possible. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis quelqu'un qui aime marcher. Pour moi, enfin, qui aime me promener. J'aime me promener, j'aime aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Je suis perclus d'arthrose, j'ai des grandes difficultés à marcher, donc mes capacités intrinsèques pour me mouvoir ont diminué. Eh bien, je vais interagir avec l'environnement pour continuer à pouvoir aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, je vais utiliser tout simplement des aides techniques. Je vais utiliser un fauteuil électrique, un fauteuil roulant, des cannes, en tout cas, ce qui va me permettre de continuer à faire ce qui est important pour moi. Et vous voyez que donc l'interaction avec l'environnement, c'est d'utiliser les aides techniques. Un autre exemple parlant, j'aime la lecture, malheureusement en vieillissant j'y vois moins bien, je vais mettre des lunettes. Et donc vous voyez que cette notion d'aptitude fonctionnelle, alors c'est une notion qui est déjà connue dans le monde du handicap, mais qui était beaucoup moins utilisée dans le monde de la gériatrie et qui commence vraiment à être de plus en plus répandue. Alors, je vous ai donné des exemples simples, mais ça peut aller jusqu'à de la domotique avec véritablement des maisons qui sont adaptées au vieillissement, qui sont adaptées finalement au handicap. Donc, vous voyez, cette notion d'aptitude fonctionnelle, moi, je trouve que c'est quelque chose de véritablement important parce que finalement, ça laisse quand même au vieillissement un côté positif. Hein. Ce n'est pas uniquement une baisse des capacités, c'est un maintien des aptitudes fonctionnelles, c'est un maintien de faire ce qu'on a envie de faire. Alors, les domaines clés de capacité intrinsèque, tels qu'ils ont été définis au niveau de l'OMS, vous voyez, il y a évidemment nos capacités cognitives qui sont fondamentales, les capacités psychologiques, hein, c'est tout ce qui est du domaine de la dépression, les capacités locomotrices, hein, les muscles, les articulations,
les capacités sensorielles, qui soient les capacités auditives et visuelles, et une capacité qui s'appelle la vitalité. Et la vitalité, vous voyez, quelque part, elle interagit avec le locomoteur, elle interagit avec le psychologique, le cognitif, avec le sensoriel. Eh bien, la fonction cardiaque est un des éléments de la vitalité. Et donc, le vieillissement de la fonction cardiaque va donc influer sur le vieillissement. Et donc, un vieillissement cardiaque réussi influera sur un vieillissement global réussi par le biais finalement de cette interaction avec la vitalité. Alors, l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, on va le voir, c'est une maladie fréquente. C'est une maladie dont la prévalence est en augmentation en France. Et je vais vous donner des chiffres. C'est une maladie qui a un pronostic alarmant, puisque le taux de décès de l'insuffisance cardiaque à 5 ans est plus élevé que pour les cancers les plus fréquents en France. Et ça, c'est une notion, si on ne l'a pas en tête, on n'y pense pas forcément. Et on va voir aussi, on va développer que l'insuffisance cardiaque a de lourdes conséquences sur la qualité de vie des patients, avec un taux d'hospitalisation élevé et une qualité de vie altérée. Donc, quelque part, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui va entraîner une morbimortalité importante et c'est une maladie qui va influer sur le bien vieillir. Et donc, effectivement, le repérage et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, ça va être quelque chose de fondamental chez nos sujets âgés. Alors, vous voyez donc la prévalence déclarée de l'insuffisance cardiaque, c'est plus de 1 million de personnes, avec une prévalence qui est en augmentation du fait effectivement de l'amélioration de la prise en charge et du fait également de l'espérance de vie qui augmente et de la population qui vieillit. Et vous voyez que c'est quand même une maladie du sujet âgé, puisque c'est une maladie dont la prévalence à 80% est de 20%, aux alentours de 20%, alors qu'à 60 ans, la prévalence n'est que de 12%. Donc, l'insuffisance cardiaque est véritablement une maladie du sujet âgé et c'est une maladie que les gériatres et que toute personne qui prend en charge des personnes âgées doit véritablement connaître. Donc, vous voyez que l'âge moyen de découverte de l'insuffisance cardiaque, c'est effectivement un âge de… Pardon, je suis… Excusez-moi, pardon, hop là, je vais trop vite. C'est un âge moyen de 77 ans avec une proportion de femmes qui est plus élevée que celle des hommes. Donc, quelque part, c'est une maladie, ça fait partie des maladies gériatriques, l'insuffisance cardiaque. On le sait depuis longtemps, mais on ne le prend en compte finalement que depuis relativement peu de temps. Donc, maladie fréquente, maladie du sujet âgé et maladie qui touche plus les femmes que les autres. Donc, décidément, je n'appuie pas sur les bonnes flèches. Donc, le pronostic alarmant, vous voyez, 50% de décès dans les 5 ans qui suivent le diagnostic. Donc, c'est effectivement une maladie au pronostic redoutable. Et une mortalité multipliée par 4 chez les patients âgés par rapport à la population générale. Pour les patients âgés de 75 à 84 ans qui ont une insuffisance cardiaque, une mortalité multipliée par 4. Et vous voyez que la survie à 5 ans, elle est bien inférieure à la survie pour le cancer de la prostate, à la survie pour le cancer du sein, à la survie pour le cancer colorectal. Effectivement, on a toujours en ligne de mire les maladies cancéreuses, mais effectivement, la survie de l'insuffisance cardiaque du sujet âgé est moins bonne que ces maladies cancéreuses. C'est la première cause quand même d'hospitalisation après 60 ans, et vous voyez que le risque de réhospitalisation à 1 an, c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent. Vous vous rendez compte, 42% de réhospitalisation à 1 an après une première hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie grave. C'est une maladie avec un pronostic redoutable et qui va générer des hospitalisations itératives. Et vous savez que l'hospitalisation reste quand même un facteur important de perte d'autonomie chez nos sujets âgés. Donc, plus le sujet âgé va être hospitalisé, plus son autonomie est à risque de diminuer.
Et donc, je vous disais, la qualité de vie altérée par cette insuffisance cardiaque. Vous voyez, hein, alors en orange, c'est ce que sont capables les difficultés des sujets qui ont une insuffisance cardiaque. En gris, ceux qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque. Vous voyez, difficulté à faire ces démarches administratives courantes, difficulté pour sortir du logement seul, hein, c'est des chiffres qui sont significatifs, difficulté pour faire les tâches ménagères courantes, difficulté pour préparer ses repas seul, pour s'habiller, se déshabiller seul, donc là on est vraiment dans le champ de l'autonomie, pour se laver seul, prendre une bain, une douche, euh, euh, une qualité de vie fortement limitée à cause d'un problème de santé, vous voyez que là aussi c'est excessivement significatif, et le sentiment d'avoir un mauvais état général, là aussi c'est quelque chose qui est vraiment ressenti chez les gens qui ont une insuffisance cardiaque. Donc c'est véritablement une maladie qu'il faut repérer le plus tôt possible, puisque plus la maladie sera repérée tôt, excusez-moi, et plus la prise en charge sera efficace, et surtout, plus la qualité de vie sera maintenue. Alors, le diagnostic d'insuffisance cardiaque, on va le voir, il y a des signes évocateurs d'insuffisance cardiaque, le fameux EPOF, hein, l'essoufflement, l'orthopnée, la toux, la fatigue, la difficulté à réaliser des activités quotidiennes, des signes cliniques, hein, notamment une tachycardie, notamment des crépitants, notamment des œdèmes, des signes que l'on va constater à la radio avec un gros cœur, qu'on pourra constater aussi à l'électrocardiogramme, mais comme toujours en gériatrie, eh ben, il y a des symptômes non spécifiques chez la personne très âgée. Et ça, c'est une caractéristique de la médecine gériatrique, c'est que les pathologies en gériatrie empruntent tout un tas de symptômes qui ne sont absolument pas spécifiques à la pathologie. C'est vrai pour beaucoup de pathologies et c'est vrai également pour l'insuffisance cardiaque, puisque l'insuffisance cardiaque chez le sujet âgé va pouvoir se manifester par une asthénie, par une confusion, par des troubles du comportement, par des troubles du sommeil, par des chutes, par une perte d'autonomie, par une prise rapide de poids. Bon, effectivement, la prise rapide de poids fait tout de suite penser à l'insuffisance cardiaque, mais une confusion, une asthénie, ben, si on n'y pense pas, on ne va pas forcément penser à une insuffisance cardiaque et on va sûrement, pendant très longtemps, tourner autour du diagnostic avant effectivement de penser à cette insuffisance cardiaque. Et effectivement, tous ces signes-là, ces symptômes non spécifiques, eh bien, ils sont excessivement fréquents chez le sujet âgé et c'est des symptômes de toutes les pathologies du sujet âgé. Donc, si on ne se fie que sur des symptômes, eh bien, on va pendant très longtemps être dans l'errance diagnostique. Et si on ne pense pas à rattacher des symptômes aspécifiques à une pathologie particulière, eh bien, effectivement, on est dans une difficulté de prise en charge et de diagnostic. Et vous voyez, Benoît de Vasière, en 2017, il disait que la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, bien que clairement définie chez le sujet jeune, pose un réel problème chez la personne âgée du fait du manque d'études spécifiques chez cette population, de la présentation clinique plus atypique que chez le sujet jeune et du fait de nombreuses comorbidités rendant plus difficile la mise en place d'un traitement optimal. Effectivement, hein, prendre en charge un sujet âgé, c'est prendre en charge toutes ces comorbidités et traiter un sujet âgé, c'est effectivement savoir faire le tri dans les comorbidités de manière à ne traiter que ce qui finalement va avoir une influence sur la qualité de vie des sujets âgés. C'est ce qu'on m'a toujours appris. Une personne âgée a droit au diagnostic. On doit se donner les moyens de poser un diagnostic à une personne âgée. Après, les traitements, ben, quelque part, ça dépendra du bénéfice-risque que l'on peut en tirer. Et je dis toujours à mes internes, c'est toujours plus facile de remettre en cause un traitement quand on sait ce que l'on traite plutôt que de dire oh ben non, il est comme ça parce qu'il est âgé. C'est quelque chose qu'on ne doit plus entendre, ça. Hein. On peut plus, à notre époque, entendre dire cette pathologie, c'est parce qu'il est âgé. Non, s'il y a une pathologie, c'est parce qu'il y a une maladie. On doit la diagnostiquer, se donner les moyens de la diagnostiquer. On la traitera si ça apporte quelque chose. Mais en tout cas, on se doit de faire cela. Et alors, voilà, de plus, hein, devant un sujet qui a âgé, qui a des troubles cognitifs, qui a des chutes fréquentes, qui est polyarthrosique, ostéoporotique, dénutri, est-ce que le gériatre pense toujours à l'insuffisance cardiaque? Ben nous, on est parti d'un postulat. On s'est dit non, le gériatre, il va penser à beaucoup de choses avant de penser à l'insuffisance cardiaque.
Et donc, on s'est dit, ben, ça serait peut-être intéressant de définir ce que j'appellerais un petit peu un pense-bête par rapport à cette insuffisance cardiaque. Et c'est pour ça qu'on a élaboré dans les Hautes-Pyrénées une feuille de repérage de l'insuffisance cardiaque dans les services de gériatrie qui s'appelle le repérage API du patient insuffisance cardiaque. Alors là, je vous le montre dans sa globalité et je vais après revenir évidemment sur les éléments de ce diagnostic. On a voulu partir sur quelque chose de simple et on a voulu partir sur quelque chose de facilement applicable. Alors au départ, on s'était dit, tiens, c'est quelque chose qui pourrait être inséré dans les dossiers de soins. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, non, il vaut mieux que ce soit quelque chose qui soit un poster, des affiches qui soient affichées dans nos services, que puissent voir l'ensemble des soignants de manière à s'en imprégner et de façon, effectivement, à quelque part penser insuffisance cardiaque. Hein, quand il y a certains signes, il faut penser à l'insuffisance cardiaque. Alors, comment elle a été bâtie, cette feuille de repérage? Ben, finalement, pendant une année, on s'est réunis régulièrement avec des gériatres et des cardiologues des Hautes-Pyrénées. Et puis, ben, on a réfléchi à essayer de faire quelque chose de relativement simple, quelque chose qui a été donc validé également par les cardiologues et par les gériatres, et qu'on a essayé de diffuser de manière à rendre relativement simple le repérage de l'insuffisance cardiaque est plus exactement penser à repérer l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez, une première partie qui vient de la source d'information. Donc, le diagnostic d'insuffisance cardiaque doit être évoqué systématiquement, à fréquence régulière, chez les patients atteints de maladies cardiaques connues, notamment aux antécédents d'infarctus du myocarde et lors de survenue de facteurs susceptibles. Et donc là, eh bien, effectivement, c'est la source d'information que l'on a qui va peut-être nous faire penser à l'insuffisance cardiaque. L'histoire personnelle, est-ce qu'il y a un diagnostic d'insuffisance cardiaque dans les antécédents? S'il y a un diagnostic d'insuffisance cardiaque, peut-être qu'effectivement, on est sur une nouvelle poussée d'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a des antécédents cardiologiques, d'insuffisance, d'infarctus, de troubles du rythme, de valvulopathie? Est-ce qu'il y a des antécédents d'hospitalisation en cardiologie ou de suivi par un cardiologue? Effectivement, si on sait que le patient est suivi par un cardiologue, s'il y a certains signes, on va pouvoir penser à l'insuffisance cardiaque. Donc, est-ce que dans les documents de liaison, il y a déjà un diagnostic d'insuffisance cardiaque qui a été posé? Est-ce qu'il y a des copies de courrier adressées à un cardiologue? Est-ce qu'il y a déjà eu une consultation cardiologique disponible? Donc, vous voyez, tous ces éléments dans la source d'information qui vont nous faire dire, ah ben tiens, ce patient a un passé cardiaque. Donc, peut-être que c'est en train de se passer, c'est effectivement quelque chose qui a un rapport avec le cœur. Et puis, évidemment, on regarde l'ordonnance. Et si le patient, il a des inhibiteurs de l'enzyme conversion, l'aldostérone, des bêta-bloquants, des anticoagulants, des diurétiques, d'autres médicaments cardiaques, on va se dire, oui, ce patient a certainement des problèmes cardiaques. Ça, c'est donc la source d'information. La deuxième, ce sont les signes, les symptômes et les signes. Alors, le fameux EPOF dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'essoufflement, la prise de poids rapide, les œdèmes et la fatigue, qui sont des signes classiques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si il y a actuellement à la télé une campagne sur l'insuffisance cardiaque où il parle effectivement de ce fameux EPOF. Bon, ça, c'est des signes qui sont finalement des signes classiques d'insuffisance cardiaque, avec l'orthopnée, la toux nocturne, la difficulté à réaliser les activités quotidiennes, mais il faut aussi savoir chercher des symptômes non spécifiques chez la personne très âgée, notamment la confusion, notamment la désorientation, les troubles du sommeil, les troubles du comportement, la chute, la perte rapide de l'autonomie. Je vous promets qu'on fait des diagnostics d'insuffisance cardiaque uniquement sur des chutes et une perte rapide d'autonomie. Et puis, effectivement, ensuite, on va rechercher des signes cliniques, des signes de tachycardie, des signes de râle, des signes d'œdème, des signes qui sont bien connus, et puis les signes que l'on peut également retrouver à la radiographie thoracique. Ça, c'est donc la deuxième étape, finalement, du repérage. Et la troisième étape, c'est des examens complémentaires, et on s'est quelque part contenté de 2 examens complémentaires qui nous paraissaient indispensables, alors, avec la validation des cardiologues. C'est le dosage du NP-proBNP,
que l'on propose de réaliser systématiquement, et puis un ECG qui va permettre effectivement de voir s'il y a des anomalies de l'ECG. Et puis, on a en dessous rajouté deux petites vignettes qui rappellent les chiffres de BNP ou de NT pro BNP en fonction de l'âge pour vous dire s'il y a insuffisance cardiaque ou s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque. Et puis une autre échelle qui permet un petit peu de prévoir si l'insuffisance cardiaque sera plutôt une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée ou à fonction systolique altérée. Donc cette feuille, quelque part, elle est diffusée, elle est affichée et elle permet finalement de... Je vais presque dire que c'est un pense-bête. On a sous les yeux, tiens, à quoi faut penser quand on a un patient pour aller rechercher une insuffisance cardiaque. Alors, vous savez qu'en 2024, cet été, il y a véritablement les dernières recommandations qui sont sorties sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chez le sujet âgé, et que ce soit l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément diminuée, modérément altérée, et l'insuffisance cardiaque à fonction systolique conservée. Alors, la première, c'était l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, dont les recommandations remontent à plus longtemps, et effectivement, on nous incite à utiliser ce qu'on appelle les 4 fantastiques, c'est-à-dire en fait 4 classes de médicaments qui doivent être donnés simultanément et qui doivent être donnés également en gériatrie. Et ça, les cardiogériatres nous l'ont confirmé, c'est-à-dire des inhibiteurs de l'enzyme de conversion à dose maximale qui peuvent être remplacés par du valsartan sacubitril en cas d'insuffisance d'efficacité ou de mauvaise tolérance. Des bêta-bloquants à dose maximale, c'est-à-dire qui permettent d'avoir une fréquence cardiaque supérieure à 50 battements par minute. Un anti-aldostérone, alors qui est des fois un peu difficile à prescrire chez nos sujets âgés. Et puis, les médicaments qui sont sortis les plus récemment, c'est les inhibiteurs de la SGLT2 qui sont la dapagliflozine et l'empagliflozine qui doivent être mis à dose systématique. Alors eux, il y a une seule dose et il n'y a pas besoin finalement de moduler la dose. Ça, c'est le traitement de base de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, traitement validé au niveau international. Et puis en deuxième ligne, effectivement, alors là, c'est souvent, bien entendu, avec l'apport des cardiologues que ces traitements vont être mis en place. Des médicaments dont certains sont connus, comme la digoxine, qui peut être encore utilisée dans cette indication. Des mesures hygiéno-diététiques. Alors, vous voyez, on ne parle plus de régime sans sel dans l'insuffisance cardiaque, et notamment dans l'insuffisance cardiaque chez le sujet âgé. On parle d'un régime sodé normal, c'est-à-dire moins de 10 grammes par jour de sel. Rappelez-vous qu'un sujet âgé à qui on propose un régime sans sel, c'est un sujet âgé qui ne va plus manger et qui va donc se dénutrir. Et puis donc surveiller le poids régulièrement. Et puis il y a des médicaments qu'il ne faut pas utiliser, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais de toute manière les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont parfaitement contre-indiqués en gériatrie parce qu'ils auront un effet sur le rein qui est important, d'autres médicaments, les calcium bloqueurs, etc. etc. Bon, c'est bien connu. Et puis d'autres traitements qui peuvent être ensuite utilisés, des défibrillateurs automatiques implantables, des pacemakers triple chambre qui peuvent permettre des resynchronisations ventriculaires. Nous en avons qui ont été posés à des patients insuffisants cardiaques de plus de 90 ans, sans aucune restriction liée à l'âge, en tout cas par les cardiologues. Et puis effectivement, dans les stades avancés d'insuffisance cardiaque, effectivement, préparer les soins palliatifs et les directives anticipées, puisqu'on arrive sur des maladies à un stade terminal. Donc ça, c'est effectivement ce qui est bien connu dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Ce qui est plus récent, c'est dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément diminuée et surtout dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée. Donc, dans la fraction d'éjection modérément diminuée, donc peu de traitements ont fait leur preuve pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérée. C'est
Les seuls qui ont montré leur intérêt, c'est les inhibiteurs de la SGLT2 et les diurétiques à visée symptomatique, c'est-à-dire quand on a une poussée congestive, eh ben on va utiliser des diurétiques de l'ANS pour faire diminuer les œdèmes, pour faire diminuer l'œdème du poumon. Et puis on peut considérer d'autres médicaments, mais qui n'ont pas montré d'efficacité dans la morbimortalité, mais qui vont être intéressants dans les pathologies qui sont les pathologies qui vont causer finalement cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément diminuée. Et puis vous voyez que dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, eh bien, les seuls médicaments qui ont montré leur efficacité, c'est les inhibiteurs de la SGLT2, alors à dose de 10 mg les deux, les diurétiques à visée symptomatique et le contrôle de risque, de contrôle strict des facteurs de risque cardiovasculaire et des comorbidités. Alors il faut savoir que dans l'insuffisance cardiaque du sujet âgé, c'est effectivement l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qui est la plus fréquente. Tout simplement parce que elle est bien souvent liée à une insuffisance cardiaque chronique et c'est cette insuffisance cardiaque chronique qui va donner donc cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et jusqu'à il y a quelques mois, eh bien, on n'avait pas de traitement qui avait montré une efficacité sur la mortalité dans cette insuffisance cardiaque. Et on a maintenant des médicaments qui, pour nous, apportent quand même vraiment un traitement, une réponse. Donc, vous voyez qu'on a maintenant un moyen, effectivement, de prendre en charge cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée chez nos sujets âgés. Donc, en conclusion, ben, je voudrais dire que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie gériatrique, c'est une maladie qui a un pronostic redoutable, qui a un pronostic sévère et qui surtout, enfin je vais dire surtout, qui va altérer considérablement la qualité de vie des sujets âgés. Or, ce que l'on doit à nos sujets âgés vieillissants, c'est leur permettre de vieillir en gardant la meilleure qualité de vie possible, en continuant à faire ce qui est important pour eux. Donc, il faut repérer l'insuffisance cardiaque et il faut prendre en charge le plus tôt possible l'insuffisance cardiaque et surtout la prendre en charge de manière optimale parce que souvent en gériatrie, et c'est vrai pour l'insuffisance cardiaque, mais c'est vrai pour beaucoup de pathologies, de peur de la iatrogénie, on va sous-traiter nos patients, ce qui fait qu'on risque d'avoir des effets secondaires des traitements sans avoir l'efficacité nécessaire des traitements. Donc, les recommandations le disent, utilisons les traitements aux bonnes posologies de manière à permettre à nos patients âgés d'avoir le traitement le plus adapté et notamment dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est une pathologie à repérer, c'est une pathologie à laquelle on doit penser et c'est une pathologie dont que tout soignant qui s'occupe de personnes âgées doit penser. Et c'est pour ça qu'on a fait finalement ces posters, qui sont des posters qui s'adressent à tout le monde, parce que tout le monde, notamment pour tout ce qui est des signes cliniques, tout le monde est capable de les appréhender et d'alerter de manière à ce que l'on prenne en compte cette pathologie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et je suis maintenant prêt à ce que l'on discute un petit peu ensemble de ce sujet. Merci beaucoup, hein, Yannick, pour cet exposé très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Il est vrai que je ne suis plus sur le terrain depuis maintenant 14 ans. Je me fondais essentiellement sur la recommandation de l'HAS de 2014 et je vois que les choses ont considérablement évolué. Et ce qui est quand même très rassurant, mais nous allons en parler dans le débat, c'est l'idée que l'insuffisance cardiaque à fonction systolique conservée, c'est-à-dire peut-être une insuffisance cardiaque dont il faudra peut-être détailler un peu le mécanisme par rapport à l'insuffisance cardiaque classique avec fonction systolique donc diminuée, avec fraction Oui, d'éjection fait diminuée. Hein. Peut-être tu pourras un petit peu développer cet aspect oui, pour les personnes qui parmi nous, en tout cas, ne sont peut-être pas aussi au fait de la cardiologie que certains d'entre nous le sont. Un petit mot aussi pour dire que
Au départ, il y a eu quelques petits problèmes techniques qui ont fait que, je m'en excuse, en particulier l'enregistrement a démarré avec quelques secondes de retard, ce qui ne compromettra rien à l'aspect brillant de ton exposé et à l'intérêt qu'il a, bien sûr. Un petit mot encore avant de passer la parole, puisque déjà il y a eu des remarques dans le chat de Roland et de Jean. Euh, L'insuffisance cardiaque, c'est effectivement à considérer, ne serait-ce que parce que la mortalité après 75 ans, on le sait, elle est d'ordre cardiovasculaire prédominant, alors qu'avant 75 ans, ce sont les cancers, hein, Oui, tout à fait. qui sont prédominants. Donc, ces notions, nous les avons bien avec grossièrement dans les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque pour moitié et les accidents vasculaires cérébraux pour l'autre moitié. Donc, on voit bien c'est très intéressant d'avoir une prévention dont on se demandera aussi s'il ne faut pas qu'elle ait lieu tout au long de la vie. Mais voilà, j'en reste là simplement pour peut-être reprendre un petit peu la parole tout à l'heure sur certains aspects, mais je voudrais passer la parole à d'autres que moi. Est-ce que vous voulez vous exprimer en particulier? Je vois Roland, Jean, vous êtes exprimé dans le chat. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Qui veut s'exprimer? Oui, ben, moi je veux bien. J'ai posé une question, mais qui est assez simple. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que c'est que SGLT2. Alors, c'est c'est des récepteurs au niveau rénaux. En fait, ces inhibiteurs de la SGLT2, ce sont, quelque part, c'est un peu comme des diurétiques. Hein, ce sont des récepteurs qui vont permettre une réabsorption du glucose et une réabsorption ionique. Donc, en fait, ces médicaments vont se comporter un petit peu comme des diurétiques. Ah oui. Et ça a moins d'inconvénients que les diurétiques. Oui, oui, ça a moins d'inconvénients diurétiques et puis surtout, c'est des médicaments qu'on va laisser au long cours. C'est-à-dire, c'est des médicaments qui ne sont pas considérés comme des médicaments symptomatiques. Alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas utilisés uniquement dans l'insuffisance cardiaque. À l'origine, c'est des médicaments qui ont été développés pour traiter le diabète, Oui. hein, puisqu'ils vont empêcher des réabsorptions de sucre. C'est des médicaments qui ont aussi un intérêt en néphrologie puisque c'est des médicaments qui sont néphroprotecteurs. Donc, voilà, c'est vraiment une classe médicamenteuse qui a quand même beaucoup de promesses. Alors, nous en gériatrie, ben, effectivement, on les utilise à la fois pour le côté néphroprotecteur, mais on les utilise aussi pour ce traitement de l'insuffisance cardiaque. Et c'est évidemment des traitements qui peuvent être qui peuvent être donnés chez des gens qui ne sont pas diabétiques. Hein, ils ne vont pas entraîner d'hypoglycémie, alors que ce sont des médicaments du diabète. Les seuls gros effets secondaires qu'ils peuvent avoir, en fait, enfin, les plus gênants, en fait, c'est des médicaments qui vont entraîner une élimination urinaire du sucre. Et donc, c'est des médicaments qui peuvent générer des infections urinaires et génitales plus fréquentes, notamment chez les patients incontinents qui ont des protections parce qu'effectivement, il va y avoir une plus grande élimination du sucre et donc un risque de macération. Voilà, mais c'est quand même les effets secondaires les plus embêtants qu'on puisse avoir, hein, ce qui n'est pas par rapport à leur efficacité, qui est quand même pas grand-chose. Et donc ça permet de se passer pratiquement des diurétiques. Alors, ça permet pas de se passer des diurétiques, c'est-à-dire que normalement, les diurétiques, on ne devrait. Alors, les diurétiques, dits diurétiques de Lens, hein, c'est-à-dire notamment le Lasix, qui sont des médicaments qui vont être utilisés lors de ce qu'on appelle les poussées congestives, les œdèmes du poumon, les œdèmes périphériques, etc. Les médicaments anti-aldostérone, qui sont un autre type de diurétique, ceux-là sont plus des médicaments qui sont utilisés en traitement de fond, notamment dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection Diminué. altérée. Mmh. Mmh.
Alors, je vais peut-être revenir, Yannick, sur justement cette notion de fraction d'éjection. Oui. euh, je vois Alors, qu'en plus, les choses se sont complexifiées, puisqu'il y a la fonction d'éjection altérée, modérément altérée, ou pas altérée ou peu. alors, Est-ce que tu peux nous moi, parler alors, de ce qu'est je- la fraction d'éjection pour ceux qui ne savent pas? alors, la fraction d'éjection, finalement, ce qui est éjecté, par le ventricule. Donc, soit finalement le cœur fonctionne mal parce qu'il a du mal à éjecter. Donc, c'est souvent, alors je suis caricatural, hein, c'est souvent une conséquence de problèmes d'infarctus, de problèmes ischémiques, c'est-à-dire un muscle qui se contractera mal, donc qui éjectera mal. Et quand la fraction d'éjection est préservée, c'est plutôt un muscle dont les parois auraient tendance à être épaissies et qui aura du mal à se remplir. Hein, en gros, c'est très schématiquement, c'est ça qui fait la différence. Alors, est venu se rajouter une fraction d'éjection modérément altérée. Je sais, je, alors voilà, hein, on est entre 45 et 50%. Je sais pas vraiment pourquoi elle a été rajoutée. J'espère que c'est pas simplement un artifice de l'industrie pharmaceutique pour permettre l'autorisation de mise sur le marché de certains médicaments. Pour la D'accord. fraction d'éjection modérément altérée, qui pour moi est une fraction d'éjection altérée, même si elle n'est pas trop. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Euh, alors, c'est vrai aussi qu'il y a tout le contexte de risque de décompensation. Et je pense, est-ce que tu peux nous dire deux mots de la nécessité des vaccinations, l'antigrippale, le pneumocoque, par exemple? Bien entendu. Alors, bon, la vaccination en gériatrie, de toute manière, c'est quelque chose qui est primordial. Donc, la vaccination sur le pneumocoque est en train d'évoluer, hein, puisque on a maintenant des vaccins de nouvelle génération avec un plus grand nombre de valences qui vont permettre d'avoir une seule vaccination et non plus deux vaccinations, comme on pouvait l'avoir avant. La vaccination contre la grippe, c'est une vaccination qui est indispensable en gériatrie, qui devrait être indispensable aussi chez les soignants, mais qui ne l'est malheureusement pas. Je ne sais pas, Bernard, à ton époque, quel était le taux de soignants qui se faisaient vacciner, mais on ne doit pas être beaucoup plus haut maintenant. Et il y a la vaccination contre le VRS qui apparaît, puisque notamment l'hiver dernier, la mortalité par infection virale en gériatrie la morbide mortalité a surtout été causée par le VRS, plus que par le Covid, auquel on pense toujours, et plus même que par la grippe. Donc, un panel de vaccination indispensable chez les sujets âgés, notamment ces vaccinations qui vont avoir une incidence sur les maladies respiratoires, puisque le rapport entre le cœur et le poumon est bien connu. Donc, grippe, pneumocoque et VRS, Et on peut, VRS, oui, quand ça, oui, oui. Alors, voilà, on peut se je suis pas sûr que le VRS soit encore sorti chez les sujets âgés, ou en tout cas soit remboursé chez les sujets âgés pour l'instant, mais ça va venir. Et le Covid? Ah, le Covid, bien sûr, hein. Alors, là non plus, depuis quelque temps, on n'a pas de nouvelles recommandations. Est-ce que c'est un rappel tous les 6 mois? Est-ce que c'est un rappel tous les ans? En tout cas, on repart sur nos EHPAD sur une campagne de vaccination qui semblerait être une campagne de vaccination annuelle. Jean, à toi, si tu veux. Euh, oui, une petite chose que j'aurais voulu spécifier. D'abord, le fait qu'on a souvent des radios pulmonaires pour les patients parce ils ont eu une radio pour telle ou telle raison. Et on a un renseignement faussement rassurant quand on a un cœur de volume normal et que le patient a en fait une insuffisance que nous appelons diastolique, Oui. c'est-à-dire à fraction d'éjection conservée. Donc ça, c'est important. C'est pas parce que le volume du cœur est normal qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque. Ensuite, pour ce qui est
de cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, il y a donc un trouble du remplissage. Alors, ça serait bien que les généralistes puissent avoir une espèce d'échographe portatif. Euh, il y aura un autre exemple que je pourrais donner aussi pour l'utilité d'avoir un appareil à ultrasons, mais pas forcément sophistiqué. C'est donc quand il y a une insuffisance diastolique, le flux mitral est perturbé, le remplissage en début de diastole se fait mal et c'est un remplissage qui se fait tout à fait en fin de diastole. Et ça, je dis ça parce que si le patient passe en fibrillation auriculaire, il n'avait pas d'insuffisance cardiaque, il va en déclencher une. Et donc, c'est très important quand on a tout d'un coup un essoufflement chez une personne âgée et on ne sait pas pourquoi alors qu'elle n'avait rien jusqu'à présent, eh bien, il faut savoir prendre le pouls parce qu'il y a des jeunes médecins maintenant qui prennent de moins en moins le pouls. C'est malheureux, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et il faut apprendre aux familles à prendre le pouls de leurs personnes âgées et à prendre leur propre pouls d'ailleurs. Mhm. Ce qui fait que quand on a un pouls qui est rapide, et en fortiori s'il est irrégulier, autour de 100 ou légèrement plus, le patient est passé en fibrillation auriculaire et ça explique l'essoufflement qui est arrivé brutalement. Ce que je voulais dire aussi, c'est l'électrocardiogramme, quel est son intérêt? Eh bien, je viens d'en parler, c'est la fibrillation auriculaire. Et puis, les signes ischémiques, parce qu'une des causes vous l'avez rappelé, de l'insuffisance cardiaque, c'est le problème ischémique. Et donc, s'il y a des signes d'ischémie ou des signes d'infarctus récents, eh bien, on a une explication à se mettre sous la dent pour l'origine de l'insuffisance cardiaque. Il y a des infarctus qui sont, chez la personne âgée, difficiles à diagnostiquer parce que les symptômes ne sont pas toujours classiques. J'en veux pour preuve que ma propre expérience, j'ai fait un infarctus inférieur, coronaire droite, et j'ai fait des signes digestifs, et j'ai pas été foutu de me faire le diagnostic d'infarctus parce que c'était une forme atypique. Donc l'électro peut rendre service. Là aussi, c'est un appareil qu'on peut avoir chez le médecin généraliste. Et je parlais tout à l'heure du Doppler, des ultrasons. Quand on a des œdèmes, chez la personne âgée, c'est pas simple, les œdèmes des membres inférieurs, c'est pas forcément l'insuffisance cardiaque. Mais si on veut être sûr que c'est l'insuffisance cardiaque, on pose le capteur euh, d'ultrasons bidimensionnel sous les côtes et s'il y a une veine cave dilatée, c'est une insuffisance cardiaque droite. Et donc, je voulais en parler quand même de l'insuffisance cardiaque droite chez la personne âgée, parce que la bronchopneumopathie chronique, c'est quand même une pathologie assez fréquente chez les personnes âgées. C'est source de fibrillation auriculaire, c'est source d'insuffisance cardiaque et droite et donc d'œdème des membres inférieurs, alors qu'il n'y a pas de crépitant aux bases et que le cœur peut être de volume normal à la radio. Voilà les petites choses que je voulais signaler. Pour les traitements, je voudrais quand même dire un mot sur le nouveau traitement là, dont vous avez parlé, que Mhm. moi je n'en ai pas l'expérience puisque j'ai 80 ans et je ne suis plus en activité, mais j'ai lu sur Prescrire quand même que ça n'a pas diminué la mortalité par rapport à l'insuffisance cardiaque. Par contre, ça améliore les symptômes. C'est vrai, c'est significatif sur l'amélioration des symptômes, mais ça n'a pas diminué la mortalité comme l'a fait les IEC, comme l'ont fait les ARTAN, quand on ne peut pas donner les IEC, comme l'ont fait euh, l'aldactone et comme l'ont fait également les bêta-bloquants à dose modérée. Oui. Alors, je vais prendre la suite sur l'ensemble de ce que vous avez dit. Oui, c'est. Alors, on est bien d'accord hein, que moi, je vais présenter ça de l'œil du gériatre, mais la collaboration entre gériatre et cardiologue, elle est indispensable. Euh, tout, sujet, tout sujet âgé, finalement, devrait pratiquement avoir
une écho cardiaque, hein, parce que c'est un examen qui est finalement relativement simple. Et comme vous l'avez dit, il y a des échographes maintenant qui sont de toutes petites, qui se branchent même sur les tablettes et sur les smartphones et qui sont d'utilisation beaucoup plus simple que. Mais bon, une bonne échographie cardiaque, elle doit être faite par un cardiologue. Alors nous, on a la chance sur notre hôpital, c'est qu'on a un accès très facile à l'écho cardiaque, tout simplement parce que les échos, elles sont réalisées par des infirmières de pratique avancée, relues bien sûr par des cardiologues, mais en gros, on a un délai de 3 jours pour avoir une écho cardiaque. Donc, on peut se permettre d'avoir des échos cardiaques fréquentes et qui vont permettre de déterminer le type d'insuffisance cardiaque. Alors ensuite, effectivement, la fibrillation auriculaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui est excessivement fréquent en gériatrie. Bon, je pense quand même qu'on forme les internes justement à penser à cette pathologie pour pas qu'ils passent à côté. Et quant à la mortalité avec les derniers médicaments sortis, alors ils jouent effectivement, sur la symptomatologie, mais c'est quand même les premiers qui ont montré une efficacité dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Donc c'est quand même, je dirais qu'on n'avait rien et qu'on a quelque chose, mais bon, effectivement, c'est pas forcément la panacée, quoi. Si je fais une analogie, c'est un peu comme les médicaments qui étaient censés soigner l'Alzheimer, euh, parce qu'on n'en avait pas, et quand on a cru en avoir, ça a donné euh, un vent d'optimisme. Et c'est vrai qu'on n'avait rien pour l'insuffisance diastolique, sauf les diurétiques quand même, Oui, voilà. puisque si ça diminue pas la mortalité, ça améliore fortement les symptômes. Alors, peut-être un petit mot là pour resituer aussi par rapport aux personnes qui parmi nous ne sont pas trop spécialisées. J'ai discuté l'autre soir avec une consoeur qui est responsable de la consultation mémoire au centre hospitalier de Lavore dans le Tarn. Et je lui faisais la remarque que quand j'étais en exercice, le diagnostic différentiel principal qu'on trouvait dans les consultations mémoire par rapport à la maladie d'Alzheimer, c'était essentiellement la dépression, les syndromes dépressifs. Et elle m'a fait remarquer qu'en fait, maintenant, ce sont les insuffisances d'organes. Et ça rejoint vraiment ce que tu disais, à savoir, méfions-nous chez la personne âgée d'une symptomatologie tout à fait atypique, qui ne ressemble pas disons, à l'insuffisance cardiaque chez la personne plus jeune. Alors, ce qu'elle me disait aussi, c'est que ce sont les insuffisances d'organes, essentiellement respiratoires et cardiaques, qui n'ont pas été forcément diagnostiquées. Et en particulier, il y a en dehors des insuffisances d'organes des apnées du sommeil. C'est-à-dire que de loin, le diagnostic différentiel de la maladie d'Alzheimer, c'est les apnées du sommeil. Alors c'est vrai que ce sont des notions qui... Alors, est-ce que c'est une notion générale ou est-ce que c'est sa consultation mémoire où on trouve ce type de recrutement? Ça, bon, je ne suis pas capable de trancher. Mais c'est quand même intéressant de voir à la fois comment la symptomatologie atypique peut se manifester et d'autre part comment on pourrait confondre une maladie d'Alzheimer avec une apnée du sommeil. C'est quand même un petit peu désagréable, surtout quand on pense aux gens qui vivent seuls et qui n'ont donc pas de partenaire pour signaler les interruptions de la respiration pendant la nuit. Voilà, alors j'en reste là pour l'instant parce que j'aurais encore bien d'autres choses à nous soumettre, mais je préfère vous écouter, vous laisser parler. Peut-être les personnes qui ne se sont pas exprimées, par exemple, je vois qu'il y a une personne qui est rentrée avec un Samsung. Il y a
pas très longtemps, donc vous êtes la bienvenue. Je ne sais pas qui vous êtes, hein, mais vous pouvez vous exprimer aussi. Monsieur Lacaze, Louis Lacaze, qui demande, vous pouvez réactiver votre micro, Louis, s'il vous plaît. Et c'est fait. Je suis heureux de retrouver le docteur Gasnier, qui est toujours disponible pour pour répandre les bonnes paroles. Je l'ai entendu il y a quelques années à la mairie de Tarbes exposer les bienfaits de l'activité physique. Et je me demande si on peut rapprocher la chose de la question 8, où il est question de la sédentarité. Ensuite, est-ce qu'on peut recommander la marche, puisqu'à 10 minutes par jour déjà, il y a un effet favorable? Demander aux seniors de marcher 150 minutes par semaine, c'est peut-être beaucoup. Mais enfin, je crois que votre avis là sera très intéressant. Et j'aurai un second point. Je raconte 2 petites histoires. Un jeune médecin examine son patient et lui annonce « Mais vous saviez que vous aviez un souffle au cœur ?» Le patient sort de la consultation complètement effondré. Deuxième exemple, le médecin débutant annonce au patient qu'il a un souffle au cœur. Le patient éclate de rire et lui dit « Ah oui, alors vous allez me changer mes valvules ?» Et il est sorti tout guilleré. Donc, quelle doit être la position du médecin dans des situations de ce genre? Alors pour l'activité physique, oui, je crois que un des meilleurs moyens de bien vieillir, c'est l'activité physique. Ça a été montré dans beaucoup de pathologies et en cardiologie en plus, on a toujours recommandé une activité physique régulière. Alors quel est le niveau d'activité physique qu'il faut préconiser? Ben, je dirais que déjà, si on préconise de l'activité physique, c'est-à-dire si les personnes déjà âgées, très âgées, marchent régulièrement tous les jours, ça sera déjà mieux que si elles ne marchent pas du tout. Après, alors, c'est pas toujours facile de les motiver. C'est pour ça que moi, je crois aussi à l'activité physique quand elle est faite en groupe, hein, des groupes de personnes âgées qui vont marcher ensemble. Mais bon, l'activité physique, mais l'activité physique, je vais dire, c'est le remède miracle. Ça marche pour tout parce que ça a aussi montré une efficacité dans la prévention des maladies neuroévolutives, dans la prévention ou dans la prise en charge des maladies respiratoires. Enfin, ça marche pour tout. Et les cardiologues, hein, tous les cardiologues recommandent aussi de l'activité physique. Et il y a d'ailleurs dans la réadaptation cardiaque, il y a toujours de l'activité physique. Donc oui, l'activité physique, c'est certainement un bon moyen aussi de prévenir et de prendre en charge ces pathologies cardiaques. Alors ensuite, par rapport à l'annonce du diagnostic, parce qu'en fait, c'est le problème de l'annonce du diagnostic que vous évoquez finalement. Et l'annonce du diagnostic, alors je suis plus souvent amené à faire des annonces de diagnostic de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. Mais c'est vrai que la réponse, autant on sait que l'on doit dire la vérité aux patients, hein, et autant toute maladie chronique, autant effectivement en fonction de la psychologie du patient, on va pas forcément lui dire les choses de la même manière, et c'est pareil pour l'insuffisance cardiaque. Mais c'est pour ça qu'il existe dans toute pathologie, à mon avis, dans toutes des consultations d'annonce. Ça veut dire qu'un diagnostic
que ce soit un diagnostic d'insuffisance cardiaque, de maladie d'Alzheimer, de n'importe quoi, ça ne va pas s'annoncer dans un couloir en 30 secondes en disant ah ben tiens, en fait, j'ai reçu les résultats, vous avez ça. Non, hein, on prend le temps déjà de connaître les gens qu'on a en face de soi, et puis en fonction des gens, on va leur annoncer en 2-3 fois. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez, mais oui, le diagnostic, on a droit au diagnostic. Non, le diagnostic ne doit pas être donné n'importe comment et dans un couloir sans prendre le temps Mais y a-t-il un traitement contre le souffle au cœur? Ah ben, Et s'il n'y en a pas, pourquoi faire paniquer le patient s'il n'y a rien à faire? oui, oui, ben, je pense que notre confrère cardiologue a plus la réponse. Alors c'est sûr que si c'est un rétrécissement aortique, ben, il y aura sûrement un traitement parce que maintenant, avec l'état vie et même enfin, toutes ces valves percutanées, on va quand même là avoir une réponse à donner avec un traitement qui pourra même être mis en place chez des sujets très âgés. Donc, si, il y a quand même quelque chose qui pourra être fait. Hein. Enfin, je parle sous le contrôle du cardiologue. Oui, Il s'agissait de patients qui avaient plus de 85 ans quand même. On peut faire des TAVI chez On des peut gens de encore plus faire de des choses. 95 ans. oui, pour répondre à Louis, il y a les souffles innocents, comme on Ouais, dit, oui. mais c'est chez le sujet jeune, c'est des problèmes de conformation du thorax qui font que le cœur est pris un peu à l'étroit entre la colonne et le sternum, et ça donne des souffles, alors qu'il n'y a rien au niveau du cœur. Donc ça, c'est le catalogue des souffles innocents. On fait une échographie et on tranquillise la famille parce qu'en général, c'est des jeunes. Après, alors chez le sujet âgé, la découverte d'un souffle, c'est l'indication d'une échographie. Et là, on quantifie la sténose ou la fuite de la valve qui est malade et on explique au patient soit qu'il y a une surveillance pour arriver au moment où il faudra intervenir, soit il faut intervenir rapidement. Et là, on explique comment on va opérer. On peut le faire, comme mon collègue disait, à 85 ans sans problème. On a des interventions à minima euh, en passant par les vaisseaux, par cathétérisme, et on peut aller remplacer même maintenant la mitrale, ce qui se fait depuis peu, alors qu'avant, ça se faisait uniquement au niveau de l'aorte. Voilà. Donc, on peut tranquilliser le patient, soit en lui disant, c'est pas le moment encore d'opérer, on va vous surveiller, soit on va vous opérer, mais c'est un faible risque et vous allez ressusciter. Ah oui, là vraiment, oui. Pour revenir peut-être aux personnes qui parmi nous ne sont pas aussi spécialisées, il y a une classification internationale très connue qui est relativement simple en lecture, qui est la NYHA, c'est-à-dire l'Association américaine de cardiologie de New York. Hein, voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, vous, les spécialistes cardio-gériatres ou cardiologues, ce qu'est cette classification? On Non, peut laisser la parole au cardiologue. Hein. ton micro est coupé, Jean, sinon j'en dirai deux mots. Il est coupé ton micro, Jean. Jean, ton micro. Oui, Voilà. moi je ne l'ai plus exactement en tête, mais bon, si tu veux, nous, on l'utilise quasiment pas. Ce qu'on utilise, c'est l'échographie, et donc on mesure entre autres la fraction d'éjection. On n'a pas donné les chiffres, mais donc une fraction d'éjection normale, c'est 0,60, et après, ça peut aller jusqu'à 0,15, 0,20 dans les très graves insuffisances cardiaques systoliques. C'est la fonction pompe qui est très altérée. Et
les altérations moyennes, c'est en gros entre 0,60 et 0,40. Voilà. Donc, quand on a une fraction d'éjection à 0,40, on a une insuffisance systolique débutante ou moyenne. Et ça nécessite quand même une surveillance et d'abord savoir pourquoi la fraction d'éjection est altérée, parce que bien sûr, les causes les plus fréquentes, on les connaît, c'est soit l'hypertension artérielle qui, à la longue, a fatigué le cœur, le muscle, soit les atteintes coronaires, ou soit les deux associés, ce qui est souvent le cas. Et sinon, après, on rentre dans des pathologies qui sont moins fréquentes, mais ça, c'est du domaine de la spécialité, hein, on ne va pas en parler maintenant. Oui, voilà, je vous projette là rapidement, hein. Je l'ai retrouvé en allant vite en anglais. Donc, on est avec 4 stades, hein. Un premier sont des personnes qui sont à risque d'avoir une insuffisance cardiaque, mais n'ont encore aucun symptôme de la pathologie. Donc, ne manifestent pas en particulier la fatigue, l'essoufflement, ce que nous avons décrit, hein, ou des symptômes atypiques. Dans un deuxième stade, ce sont des personnes qui commencent à avoir des problèmes qui sont des signes relativement légers pour des efforts importants. À un troisième stade, ce sont des gens qui vont, pour des moindres efforts, avoir un essoufflement. Alors, c'est pas là décrit de la même façon que dans d'autres, mais c'est toujours la classification NYHA. Donc, il faudra là des efforts un petit peu plus importants pour faire apparaître l'essoufflement. Mais il y a un retentissement déjà sur la vie quotidienne. Et puis, le quatrième stade, ce sont des gens qui sont gênés même au repos, c'est-à-dire Oui. ils ont une insuffisance de repos. Et donc là, on est dans une situation très grave, hein. Alors, On- ça, c'est une on- classification clinique, tandis que la classification dont parlait Jean est une classification échographique, hein, finalement. le dernier stade, on dit couramment que le patient va du lit au fauteuil. Oui, Et le stade 2, c'est qu'on commence à être gêné dans certaines activités de la vie courante. c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Sinon, moi, je continuerai à poser quelques problèmes. Roland? Oui. Euh, J'aimerais savoir la pratique en gériatrie, si avec le nombre de personnes âgées, très âgées, le diagnostic différentiel ou causal de l'embolie pulmonaire n'interférait pas souvent, de plus en plus. Oui, effectivement, hein, l'embolie pulmonaire est quand même fréquente en gériatrie. C'est un facteur de décompensation cardiaque fréquent. Donc là aussi, si on a un patient qui a risque d'embolie pulmonaire parce qu'il a fait une phlébite, parce qu'il a une maladie carcinologique, parce qu'il est immobilisé, s'il y a une décompensation cardiaque brutale, on va penser cardio-respiratoire brutale, pardon, on va penser oui à l'embolie pulmonaire. Oui. D'accord. Donc c'est vrai que mais c'est, on, on a tendance plus à y penser parce que ça va être quelque chose quand c'est une embolie pulmonaire importante, ça va être quelque chose plus bruyant que des stades débutants d'insuffisance cardiaque. Oui, mais il y a des embolies pulmonaires qui ne sont pas très symptomatiques, disons. Je pense qu'il y en a beaucoup qui passent à l'as. Hein. Et, et- Sachant et- qu'on n'a pas, alors là, on n'a pas non plus on n'a pas de marqueurs fiables à part effectivement des échographies, à part des scintigraphies, à part des angioscanners, mais qui ne sont pas quand même des examens qu'on fait de manière
courant, on n'a pas, par exemple l'équivalent des pro-BNP pour l'embolie pulmonaire, hein, parce qu'on a un marqueur qui, chez le sujet jeune, qui s'appelle les D-dimères, qui sont donc des marqueurs de dégradation de la fibrine. On sait très bien que chez le sujet âgé, ils sont pratiquement toujours positifs. Donc, c'est simplement s'ils sont négatifs que l'on éliminera l'embolie pulmonaire. Je reviens juste un petit peu en arrière en disant quand même que le taux de BNP et de pro-BNP est un marqueur qui est quand même intéressant en gériatrie et qu'on utilise quand même fréquemment. Mais c'est quelque chose qui va être relativement fiable, alors que les D-dimères, ça n'est pas chez les sujets âgés. Une remarque de ma part, pour alterner, sur un autre aspect des choses, il semblerait qu'on s'oriente de plus en plus dans l'insuffisance cardiaque vers des modèles qu'on trouve en oncologie, en cancérologie. Je veux dire par là sur une consultation d'annonce qui serait calquée sur l'oncologie, de même que des réunions pluridisciplinaires qui deviendraient obligatoires en quelque sorte, ou en tout cas largement conseillées entre gériatres, cardiologues et éventuellement d'autres spécialistes. Est-ce que qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que vous avez cette notion les uns les autres? Alors, les consultations d'annonce, oui, de plus en plus souvent. Elles sont faites notamment par nos collègues cardiologues. Nous, on a un peu cette habitude, mais comme je le disais tout à l'heure, par le biais, nous, des consultations d'annonce de maladies neurodégénératives. Donc, on avait pris un peu le pas de ce que faisaient les cancérologues. Et les cardiologues, quand on a développé ce poster, effectivement, nous disaient qu'ils faisaient de plus en plus aussi des consultations d'annonce, c'est-à-dire en gros que c'est tout simplement pas asséner un diagnostic sans prendre le temps de l'expliquer et sans prendre le temps de recueillir un peu les, les réactions des gens. Ouais. Alors pour ce qui est des RCP, je sais pas si ça se fait. J'ai pas la notion. D'accord. Parce qu'il J'ai y a, il pas, y a l'idée. j'ai une autre une notion. Alors par rapport au RCP, qui effectivement c'est quelque chose qui est un petit peu cantonné à la cancérologie essentiellement. Il a été question, alors je repars sur les maladies neurodégénératives, puisqu'il y a des médicaments, notamment le lecanemab, qui était donc un anti-amyloïde, qui est un médicament qui est utilisé aux États-Unis. Et au mois de juillet, on a su que l'agence européenne refusait qu'il soit mis en place. Mais nous, on avait anticipé, notamment avec le CM2R de Toulouse, puisque bon, les conditions de prescription auraient été compliquées, et on avait décidé que si on avait eu à prescrire ces médicaments, ça aurait été par le biais de consultations de RCP que l'on aurait fait avec le CM2R. Donc, je pense que de toute manière, la complexité des traitements fait que évidemment, il y aura de plus en plus de RCP. Un exemple en cardiologie, le traitement de l'amylose cardiaque. On n'en a pas parlé parce que là, on rentre dans un domaine spécialisé, mais effectivement, l'amylose cardiaque, c'est quand même quelque chose qui est très fréquent dans l'insuffisance cardiaque du sujet âgé. Ça peut déboucher sur des traitements qui sont des traitements compliqués à manier et puis des traitements qui sont des traitements onéreux. Donc, évidemment, ça doit passer par des RCP. Oui, je pense que de toute manière, travailler en équipe, c'est toujours bénéfique. Hein. Alors, l'idée que je soulevais à travers ces consultations d'annonces et de pluridisciplinarité, c'est l'idée qu'on irait vers des soins de support, un peu comme en cancérologie, c'est-à-dire que on va envisager, par exemple, la diététique de l'insuffisance cardiaque avec des diététiciens. On va envisager l'exercice physique éventuellement avec alors ça s'appelle des papas, la professeure d'activité Activité physique physique adaptée, adaptée. ouais. Les papas, bon, enfin, je sais pas, ça a peut-être changé, enfin, etc. Je veux dire, c'est-à-dire, il y a une vision globale et avec un petit peu toujours cette ambition aussi de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire, est-ce que tu as l'expérience, toi, de l'éducation thérapeutique chez l'insuffisant cardiaque?
Alors oui, mais chez le jeune, oui, 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 il y a de l'éducation thérapeutique et de plus en plus. Mais de toute manière, la cardiologie aussi, elle évolue dans sa manière de prendre en charge. Il y a des réseaux ville-hôpital qui se mettent en place. Il y a des systèmes de surveillance, de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Il y a des infirmières de pratique avancée spécialisées là-dedans. Et il y a donc effectivement, comme tu le dis, des soins de support qui de toute manière, qui de toute manière vont avec. Et l'éducation thérapeutique, il est évident mais je pense qu'elle est pour l'instant plus développée chez l'insuffisant cardiaque d'une 50, 60, 70 ans que chez nos patients gériatriques. Parce que moi, ce que j'appelle un patient gériatrique, c'est un patient qui a pratiquement qui a plus de 85 ans, quoi. C'est nos vrais patients gériatriques, hein. Ce que ça s'adresse aux patients que tu as pris en charge, qui sont des patients polypathologiques, voilà, hein. Mais chez des patients plus jeunes, et bien sûr que ce que tu dis, c'est une évolution de la médecine, hein. On sort du monotraitement. Traiter un patient, c'est pas traiter une maladie. Hein, et traiter un patient qui a une insuffisance cardiaque, c'est pas traiter uniquement l'insuffisance cardiaque en mettant les médicaments, les meilleurs soient-ils. Heureusement que c'est pas que ça. Heureusement qu'effectivement, ça va être de traiter, de prendre en charge le patient dans sa globalité. Et je pense que la gériatrie, on est en train de faire des émules dans les autres disciplines médicales, et peut-être qu'on est en train de sortir de cette hyper spécialisation en remettant quand même quelque part le patient au centre. Alors bien sûr qu'il y a besoin d'hyper spécialisation, mais dans un contexte de prise en charge globale du patient. Oui, je te rejoins. Jean, tu voulais intervenir là? Et juste, il y a plusieurs hôpitaux ou cliniques privées qui ont lancé des structures de surveillance ambulatoire des insuffisants cardiaques. Il faudrait voir quelle est la proportion de personnes très âgées dans leurs effectifs pour voir, et puis les résultats chez ces personnes très âgées. Mais en tout cas, ces structures ont permis, alors les surveillances, on surveille le poids, la tension, l'électro est envoyé, on dose le BNP. Donc, ça permet de prévenir la poussée d'insuffisance cardiaque qui commence à arriver, et on traite à ce moment-là le malade pour qu'il ne soit pas hospitalisé. Donc, on diminue les hospitalisations et on augmente la durée de vie. Ça a été prouvé. Oui. Donc, voir pour les personnes, le volant des personnes très âgées dans ces suivis, là, je n'ai pas de chiffres, moi. Et juste, je voulais dire aussi, à propos de la FDA, là, je pense qu'il faut maintenant se méfier des avis qui sont donnés par cet organisme américain, parce que jusqu'à présent, nous avions confiance, même trop confiance, en, aux recommandations de cet organisme, et je crois que des événements récents ont prouvé qu'il fallait se méfier. Oui, 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 pardon, c'est pour ça que l'Agence européenne du médicament a pas autorisé la commercialisation. c'est elle qui a retoqué le Leqembi. Oui, voilà ce que tu disais tout à l'heure. Oui, Oui, d'accord. Parfait. Je vais passer la parole à Pierre Caro, bien sûr, puisque je vois qu'il l'a demandé. Et avant simplement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de développer un peu l'aspect de télésurveillance, mais c'est vrai que chez les personnes âgées, c'est peut-être un peu plus limité. Alors, Pierre Caro, qu'on connaît bien, hein, qui est un fidèle de nos visios, est-ce que vous voulez vous exprimer? Bien sûr. D'abord, je vous remercie tous parce que moi, je n'y connais rien dans ce que vous venez de discuter pratiquement. Hein. J'ai retenu quand même dès le début deux phrases qui m'ont bien plu. Continuer à être ce que l'on est et faire ce que l'on a est important pour soi.
et les aptitudes fonctionnelles, la vitalité. Euh, bon, moi, je n'ai jamais pratiqué de sport, je n'ai jamais fait d'activité physique pour faire des activités physiques, mais j'ai toujours été actif. C'est-à-dire que j'ai toujours mené ma vie pour mon plaisir. Et je crois que je vois les gens autour de moi faire des marches, etc. Bien souvent, je discute avec eux, ah oui, mais c'est bien parce que ça m'entretient, etc. J'ai passé 86, je suis près des 86 ans aujourd'hui. Je n'ai ni lunettes ni appareil auditif. Je marche très bien. Je fais mon jardin. Je bricole beaucoup. Bon, vous n'avez pas réussi à me faire peur. Voilà. Pour l'instant, du moins. J'espère que ça va continuer. Peut-être une question. Est-ce qu'il y a un lien entre mes parents, par exemple, et moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes cardiaques transmet à ses enfants, par exemple? Moi, mes parents sont morts sans difficulté. Nous sommes 6 enfants entre 70 et 86 ans maintenant qui nous voyons tous les 2 mois pour faire une bouffe. Donc on se porte bien tous jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un lien entre parenté, par exemple, pour des maladies cardiaques? J'ai passé sur le conseil de mon médecin que je vais voir de temps en temps, par plaisir. Il m'a dit, ah, tu devrais faire une radio, un problème de cœur, parce que ça fait 5 ans que tu n'as pas fait, etc. Le cardiologue, qui est bien gentil, m'a dit, mais pourquoi tu viens me voir? Bon, ben voilà, ça me fait plaisir. Voilà, et ce que je vous dis, ben, écoutez, merci, mais sincèrement, je vais essayer de continuer ma vie comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Merci à vous. Merci. Alors, Jean, tu veux pas répondre ou Yannick ou non, les deux? moi, je vais juste répondre de toute manière. Ce que vous dites, c'est que vous êtes actif. Donc, à partir du moment où vous êtes actif, vous n'êtes pas sédentaire. Il ne faut pas confondre effectivement la sédentarité et l'activité physique. La sédentarité, c'est le fait d'être assis. Et il faut se rappeler que la sédentarité, ça tue plus que le tabac. Donc, déjà, faire son jardin, bricoler, sortir, vivre, c'est déjà beaucoup. Hein, alors, il y a des gens qui rajoutent une activité physique, mais si vous jardinez tous les jours, c'est l'activité physique. Hein. L'activité physique, elle n'est pas forcément encadrée par de la marche. Si la marche est recommandée, c'est parce que c'est une activité qui est sans danger et qui est une activité facilement quantifiable et que tout le monde peut faire. Mais effectivement, quelqu'un qui jardine tous les jours, qui s'occupe tous les jours de... Bah, c'est pareil. Hein. Donc voilà, faut continuer à mener la vie que vous menez. Et par rapport à continuer à faire ce qui est important pour soi, je crois qu'on n'insiste pas suffisamment chez nos sujets âgés de leur dire continuez à avoir du monde, continuez à avoir une vie sociale, continuez à rencontrer des copains, continuez, c'est hyper important. Alors pour la partie génétique des maladies cardiaques, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la longévité. Alors, il y a des études qui sont menées chez les centenaires hein, pour savoir justement est-ce que il y a quelque chose au niveau de leur patrimoine génétique qui va faire que ces gens-là vivent jusqu'à 100 ans. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites, mais est-ce que c'est des choses qui sont transmissibles? C'est pas du tout évident. Hein. D'accord. Jean, tu voulais t'exprimer? Je voulais réagir à l'intervention de notre ami qui ne marche pas. Simplement pour dire que on sait que la mortalité va diminuer, on va reculer le décès chez les hypertendus, chez les coronariens, chez les insuffisants cardiaques, en faisant de la marche régulière. Alors on peut donner des chiffres. Il y en a qui disent qu'il faut marcher 3 heures par semaine. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut marcher une demi-heure tous les jours. Peu importe, mais tant qu'on peut marcher un peu rapidement, eh bien, on le fait. Après, on s'adapte à nos possibilités. Mais
les études sont claires, hein. La mortalité recule avec la marche, avec l'activité marche régulière. Après, pour les questions génétiques, alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pathologies, on ne va pas les passer tout en revue, mais je donnerai quelques exemples. La maladie de Marfan, les cardiomyopathies obstructives, l'amylose et les coronaires. Il y a des familles de coronariens. Moi, dans mon expérience, j'ai été toujours abasourdi par le- la survenue chez des infarctus dans des familles moins de 50 ans. Ça vous fait bizarre, hein. Et donc là, il ne faut pas hésiter à faire de la prévention dans les membres de la famille, à les surveiller plus étroitement, à faire des épreuves d'effort, des scintigraphies myocardiques. La scintigraphie myocardique, c'est un excellent examen. On parlait tout à l'heure de la scintille pulmonaire. La scintille pulmonaire chez la personne âgée pour déceler l'embolie pulmonaire, si elle n'a pas eu de pathologie avant bronchopulmonaire relativement importante, c'est très intéressant. C'est un examen qui est rapide, qui coûte pas quand même très cher et qui est assez accessible. Même chez nous, en cardiologie, ce qui est lamentable, c'est que la coronarographie est plus facile à obtenir que la scintigraphie myocardique, qui pourtant peut donner des résultats, des renseignements remarquables sans prendre des risques. Moi, je me souviendrai toujours deux patrons qui sont morts sur la table de coronarographie faite par leur chef de clinique à Bordeaux et à Marseille. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Alors, pour en revenir aux facteurs de risque de démence, parce que c'est quand même énorme problème actuellement que celui-ci, hein, puisque nous savons qu'il y a moins de démence ou de, enfin, on dit, certains disent il faut pas jamais employer le terme de démence parce qu'il est stigmatisant. Enfin, on est entre nous, on va continuer à utiliser le terme de démence. Et ce qui est intéressant, c'est que le Lancet en 2020 avait tracé 12 facteurs de risque et ils viennent de publier en 2024 14. Ils ont Ouais. rajouté les troubles visuels et le LDL cholestérol. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une publication de 2024 aussi sur les risques de démence, dont je vous rappelle qu'ils englobent les facteurs de risque vasculaire, hein. On les retrouve, hein. On les retrouve intégralement. On retrouve le diabète, on retrouve l'hypertension artérielle, on retrouve la sédentarité, enfin, tous le tabagisme, bien entendu, la consommation excessive d'alcool, etc. Et donc, ce qui est très encourageant là-dedans, c'est que on a le sentiment actuellement que avec ces facteurs identifiés, on pourrait jouer à la fois dans la prévention de l'insuffisance cardiaque, dans la prévention des démences, bon, et en partie sur la prévention des cancers. Donc c'est quand même une piste intéressante, et d'autant plus que l'hypothèse de Fries de la compression de la morbidité, c'est un Américain, un épidémiologiste qui en 1980 a émis la théorie dite de James Fries. On a l'impression qu'elle est quand même en train, d'une certaine façon, de se réaliser. Alors, je le dis avec prudence parce que c'est compliqué, il faut faire attention à l'interprétation des chiffres, mais en gros, disons, cette phase de handicap de la fin de la vie serait en train plutôt de se rétrécir et le nombre, en tout cas, de phénomènes, de syndrome démentiel attendus n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'il y a moins de démence que ce qui était attendu. Évidemment, ceci est totalement occulté par l'augmentation démographique des personnes âgées, par le fait qu'on vit de plus en plus longtemps, et donc, comme on est plus nombreux, évidemment, c'est complètement masqué, et au contraire, on est en train de voir monter
le nombre des maladies d'Alzheimer ou dites apparentées, et on prévoit peut-être un doublement d'ici à 2050. On passerait de 1,2 million à 2,5 millions en France, pour donner une idée. Mais en fait, on n'en sait pas vraiment grand-chose, puisque l'évolution récente a été surprenante dans le sens qu'il y a moins de maladies d'Alzheimer qu'attendu. Alors, si je vous fais tout ce discours aussi, c'est parce que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une publication américaine de 2024 aussi critique en quelque sorte les facteurs de risque émis par la commission du Lancet de 2020 et la critique sous un angle intéressant, c'est-à-dire elle dit, en fait, vous avez là des facteurs de risque qui sont tempérés en interrelation avec la sensation de bien-être. C'est-à-dire que si au fond vous avez une vie où vous avez du sens à votre vie et du sens à ce que vous faites, je pense à la marche par exemple, je pense à la diététique, dire si vous avez le sentiment de faire ce qui est bien, bah, est-ce que ça serait pas plutôt par là que les choses sont en train de se passer ou en interférence avec le facteur de risque? Donc, je pense que c'est aussi une notion intéressante. Et je pense à Monsieur Caro qui a une vision très positive du vieillissement. Et son intervention de tout à l'heure était intéressante à ce propos. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une voie de réflexion? Bon, enfin, en tout cas, je peux vous envoyer les références de cette très récente publication qui n'englobe pas les 14 facteurs très récents, mais bon, il y en a déjà 12 et sur lesquels ils estiment qu'il peut y avoir quand même un biais justement de causalité inverse ou d'interaction. Enfin bon, tout ça est un peu compliqué à exposer, mais en tout cas vis-à-vis d'une sensation de bien-être. Voilà. Euh, voilà. Est-ce que vous... Jean, tu veux réagir peut-être? Euh, très court, juste pour dire qu'il y a 20 ans, si tu te souviens, j'avais fait un topo et j'avais fait une revue de la littérature sur tous les facteurs de risque vasculaire par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et en prenant chaque facteur de risque individuellement, cholestérol, diabète, hypertension, j'avais pas trouvé à l'époque dans la littérature de facteurs de risque vraiment nets pour l'Alzheimer. D'accord, c'est vraiment très intéressant. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs, je vais en profiter avant de vous repasser la parole. Je vais essayer de vous montrer cette publication simplement pour que vous puissiez en prendre la référence. Je pense qu'elle est ici. Voilà, la voilà. C'est ici. Euh, voilà, le well-being et les facteurs modifiables de risque de démence. Donc, vous pouvez aller la chercher. C'est des Ouais. personnes qui sont aux États-Unis, United Kingdom, il y a anglais quand même, Canada et toujours États-Unis. Voilà. Donc, c'est des anglo-saxons. Moi, je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle sort du ronron, en quelque sorte, des facteurs de risque du Lancet pour venir nous dire, mais c'est peut-être dans des interférences qui vont au-delà de la médecine et du simple facteur de risque. Voilà. Ah oui, oui, sûrement. Ouais. Donc, je peux vous envoyer la Oui, référence, bien entendu. Alors, je reviens sur mon Zoom ici. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ces éléments? Pierre Caro, votre micro, vous pouvez l'ouvrir? Oui. Oui, ça y est. Non? Oui, c'est bon. On vous Oui, écoute. savoir simplement que dans tout ce que vous avez dit, je veux que vous vous rappeliez que je consacre ma retraite depuis déjà 27 ans maintenant sur apprendre à bien vieillir longtemps. Et tout ce que vous avez dit, ça m'intéresse, euh, pas sur le plan médecine professionnelle, mais simplement sur les réflexions que vous avez menées les uns et les autres. Je vous remercie.
c'est parfait, mais je crois que vous faites partie de ceux qui m'ont interrogé le plus sur cette notion très positive de sens de la vieillesse. Voilà, et je sais que vous y travaillez, y compris au niveau national, vous participez à des colloques dans cette dimension, il y a certainement quelque chose à creuser de ce côté-là. Voilà, vers une vieillesse que je ressens comme positive. Parfois, on aurait envie de dire, mais est-ce que c'est pas un petit peu naïf, quoi, d'une certaine façon? Mais au fond, c'est peut-être vous qui avez raison, hein. Mais Vous en, savez, vous en savez tout cas, que j'ai trouvé, j'ai découvert que le meilleur vaccin contre un vieillissement trop rapide, c'était quand même le travail. Celui, bien sûr, choisi, appris et compris avec plaisir. ouais. D'accord. Est-ce Je, qu'il y a... je rebondis juste sur ce que tu as dit. L'OMS en a pris conscience, puisqu'en fait, leur définition du bien vieillir prend en compte la qualité de vie. Donc, ça prouve qu'il y a une réflexion au niveau mondial, effectivement, sur le sens de vieillir. C'est ça, oui. Ce qui est troublant, c'est l'idée que le sentiment de bien faire, quoi, finalement, et d'être bien. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié derrière l'analyse, je dirais, séquentielle des facteurs de risque. Vous Donc, savez que je défends que si vieillir, c'est une évolution normale, ce qui l'est moins et qui considère que nos sociétés sont différentes aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on vieillit longtemps. On n'a pas d'exemple de société, d'histoire d'une société où on vit à 4, 5 générations maintenant. On n'a pas d'histoire ça. Et il faut la construire pour nos jeunes qui nous suivent. Voilà, c'est ce que je me suis fixé comme but et je suis preneur de tous les gens qui veulent bien participer. c'est une démarche très intéressante parce que c'est vrai que nous-mêmes, les médecins, nous pointons ce qui est déficitaire finalement. Notre métier, c'est pas de dire comment il faut vieillir finalement. C'est peut-être certes de donner des conseils d'hygiène de vie, mais c'est surtout de limiter au maximum la souffrance, les peines liées à l'âge et aux maladies. C'est ça notre boulot parce que dire aux gens qu'est-ce qu'il faut, comment il faut vivre, qu'on soit vieux ou qu'on soit jeune, c'est une catastrophe, hein, on le sait. Hein, on a voulu le faire en politique, mais ça ne marche pas. Donc ce n'est pas à nous, les médecins, à mon avis, ce n'est pas à nous, les médecins, de dire comment il faut vivre et comment il faut vieillir, parce que vieillir, c'est vivre, hein, aussi. Voilà. Donc, moi, je m'intéresse aussi effectivement à votre démarche et je pense que elle est potentiellement très fructueuse. Oui, tout à fait. Votre rôle de professionnel, c'est de nous accompagner. Oui, maintenant, je commence à m'accompagner moi-même, hein. Oui, l'accompagnement, il concerne tout le monde. Ah oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est intéressant d'être à la fois sujet et objet, c'est vrai, de sa spécialité ou de ses préoccupations tout au long de la vie. On se regarde un petit peu, vous savez, et il y a eu comme ça des caricatures, des gens qui se regardent un petit peu dans la glace. Ah, bon, tiens, voilà. Enfin, voilà. Est-ce que vous Euh, avez d'autres choses à dire? Est-ce que vous souhaitez qu'on en reste là? Est-ce que peut-être on pourrait poser encore une ou deux questions, je pense, par exemple, Oui, j'aurais une question là. à la réflexion qui était faite par, je vais vous laisser parler, hein, bien sûr, mais à la réflexion qui était faite par des collègues au dernier congrès de soins palliatifs à Poitiers en juin de 2024, hein, et il pointait à quel point les soins palliatifs, et pas seulement les unités de soins palliatifs, se sont intéressés essentiellement à la cancérologie. C'est-à-dire qu'au fond, les réseaux de soins palliatifs, les unités de soins palliatifs, les lits identifiés soins palliatifs concernent en Europe environ 80%. Pour 80%, ce sont des patients cancéreux.
Voilà. Et une question qui se pose, c'est comment ceci est-il possible dès lors que l'on sait que la fin de la vie des insuffisances d'organes s'accompagne elle aussi de problématiques relevant des soins palliatifs et qui plus est de problèmes éthiques qui sont aussi ceux des soins palliatifs. Et donc, évidemment, il y a des réponses, dont une, c'est la durée de séjour limitée dans les unités de soins palliatifs, par exemple, qui fait qu'il faut que le pronostic soit relativement, pronostic vital, j'entends, prévisible en termes de délai. Parce que au-delà de 15 jours, eh bien, ça n'est pas la même tarification, etc. Bon. Et donc, on ne peut pas se permettre de garder des personnes dans ces unités-là. Et d'où les problèmes aussi qui peuvent se poser avec la loi de fin de vie par rapport à l'insuffisance cardiaque. Dire l'insuffisance cardiaque, dès lors que elle évolue par poussée essentiellement, comme les insuffisances respiratoires, font que on ne sait pas trop, on n'a pas cette évolution relativement linéaire, je dis bien relativement linéaire et relativement prévisible, aussi qu'on a avec les cancers. Et donc, je ne sais pas ce que tu penses, toi, Yannick, de la perspective de la loi de fin de vie par rapport à l'insuffisance cardiaque, euh, des perspectives, par exemple, que des personnes qui ont ce type de pathologie pourraient faire des directives anticipées demandant qu'on en finisse avec eux, puisque ça a failli passer dans la première lecture de la loi à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu as une opinion sur cette dimension dont les collègues cardiologues disaient qu'on est au tout début d'une démarche vraiment palliative en cardiologie et généralement c'est plutôt, on fait appel en fait au réseau de soins palliatifs, aux équipes mobiles en cardiologie. Généralement, c'est un problème séparé en quelque sorte. Le cardiologue, lui, ayant l'habitude, alors Jean Schaeffer, tu n'écoutes pas, mais non, non, mais c'est un ordre. Il ne faut pas écouter ce que je vais dire. Mais la cardiologie, c'est quelque chose où c'est pas moi qui le dis, c'est le cardiologue qui le dit. Et la personne arrive, c'est formidable, elle a mal dans la poitrine, tac, tac, je fais ma technique, je monte, je débouche mes coronaires, etc. Il repart, voilà, c'est ça mon boulot. Mais accompagner l'insuffisance cardiaque sur des années, a fortiori en institution ou en établissement ou en EHPAD ou autre, c'est quand même un peu plus difficile, surtout avec la limitation du nombre des cardiologues. Est-ce que toi, Yannick, ou d'autres, vous avez une perception de ce problème-là, d'une loi de fin de vie qui nous vient de la cancérologie et de la réanimation, pour faire court, hein, depuis 2005, et qui pourrait s'appliquer à ces situations d'insuffisance cardiaque? Alors, en, en gériatrie, on a toujours fait des soins palliatifs. Hein. Tu peux pas. Moi, la réflexion, je la partage. Alors, je la partage pour l'insuffisance cardiaque, bien sûr, mais je m'interroge encore plus sur la fin de vie de nos patients qui ont des maladies neurodégénératives. Et là, je t'avoue que c'est une question qui me paraît très compliquée parce que la majorité enfin, une partie des gens qui meurent dans nos services, c'est des gens qui ont des maladies neurodégénératives évoluées. Et je suis effectivement, on est très très loin de la fin de vie en cancérologie, par exemple. Et donc, nos patients qui ont une insuffisance cardiaque, qui en plus ont des troubles neurocognitifs, bien sûr qu'on va rentrer un petit peu dans ce sujet. J'ai pas de réponse, très très claire parce que je m'interroge beaucoup. Oui, il y a une vraie interrogation dans le monde de la santé et dans toute la société. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'aller regarder les motivations de ceux qui ont bénéficié, entre guillemets, de l'aide médicale à mourir au Canada
et aux États-Unis, en Oregon. Ça, c'est très intéressant. Il faut aller lire ce que les Canadiens disent en 2022 de ces motivations-là. Et sur le même modèle, à peu près de questionnaire, c'est ce qui est dit en Oregon dans leur rapport qui est en ligne, que vous allez trouver facilement. DWDA, vous tapez Oregon et vous allez tomber sur le rapport de 2023 qui vous explique les motivations des patients. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il s'agit des gens qui sont passés à l'acte, et j'entends. Hein. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'on ne trouve absolument pas en première place, et même loin derrière, les symptômes pénibles de la fin de la vie. C'est les raisons qui sont invoquées, alors je vous les décris, vous irez le vérifier, c'est ben, je ne pourrai plus faire ce que je veux faire d'habitude, je ne veux pas être dépendant des autres, je ne veux pas peser sur la société, sur ma famille, euh, je suis un poids inutile, enfin, c'est pas question d'être dépendant et de ne plus pouvoir faire ce qu'on veut faire. Je résume à l'extrême, mais encore une fois, vous allez le trouver en ligne. C'est en anglais, mais c'est facile à lire quand même, hein, ou à traduire avec un traducteur. Vous pourrez y arriver. Donc là, il y a vraiment une question où on a tout faux, disons, quand on se défend uniquement, si j'ose dire, sur l'idée que c'est parce qu'il y a des symptômes pénibles de fin de vie qui ne sont pas suffisamment soulagés, qu'il y a une demande dans ce sens-là. Si l'évolution est bien celle vers le Canada et vers les États-Unis, c'est faux. Globalement, c'est faux. C'est bien une Oui, histoire de devoir dépendre des autres, de ne plus être autonome d'un individu qui n'a plus ses capacités. oui, Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Roland, peut-être? oui, oui, parce que en fait, ça traduit une évolution de la société vers l'autonomie, vers l'individualisme. Hein. C'est pas tellement savoir si on a faux ou pas, ça traduit forcément euh, une vision de la dépendance qui est entièrement négative et insupportable. Pourquoi? Ben, c'est vrai que c'est pas agréable, et puis c'est vrai aussi que peut-être qu'on n'est pas assez attentifs les uns aux autres. Ce qui fait que dès qu'on est dépendant, ben, on est bon à jeter. Donc ça, c'est difficile à supporter. Et puis je crois qu'au niveau des soins palliatifs, la spécialisation, c'est mortel. Hein. Quand on dit des soins palliatifs partout, des soins palliatifs pour tous, ça veut dire que ça concerne tout le monde, aussi bien l'insuffisant cardiaque que quelqu'un qui meurt de sa bonne mort naturelle, tranquillement. Ça concerne tout le monde. Si on, on fait fausse route hein, en voulant spécialiser les soins palliatifs. Hein. Ça, c'est la catastrophe. Et on n'y arrivera pas. Et les médecins, enfin ça c'est mon dada, mais sont en première ligne hein, pour prendre la fuite. Mais c'est peut-être ça, Roland, parce que les autres spécialités que j'ai fréquentées, ben, il y a énormément de confrères dans ces spécialités-là qui ne sont pas confrontés à la mort, comme le sont les cardiologues, les pneumologues ou les gériatres, pour faire court. Il y a d'autres spécialités, des gens qui ne sont jamais ou pratiquement jamais confrontés, y compris même chez des médecins généralistes, ça dépend de leur clientèle, hein, et qui fait que ils n'ont pas l'impression d'être compétents, ils n'ont pas l'impression d'avoir fait leur métier pour ça, hein, pour la classification 4 de la INYHA. Et dès lors qu'il y a des personnes qui se sont un peu plus spécialisées, qui ont moins peur peut-être, qui ont une formation complémentaire, ben on va leur laisser ce boulot-là. On va appeler les soins palliatifs. Alors c'est vrai que ça peut être regrettable, mais je vois mal comment on échappera à cette évolution. Ça, je vois mal. Ouais. Oui, mais en prenant cette voie-là, on n'arrivera jamais à accompagner tout le monde avec des spécialistes en soins palliatifs. C'est pas possible.
Enfin, comme pour être moins pessimiste, euh, je donne une information. Il y a un web qui est prévu avec la SFAP le 10 octobre prochain, insuffisance cardiaque et soins palliatifs. Ah ouais. Voilà. D'accord. On peut penser que c'est les collègues qui sont intervenus au dernier congrès, tout à fait possible. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être d'autres réactions Oui, Christian, ton micro est coupé. Christian était cadre de santé, donc en soins palliatifs. Alors, d'expérience sur 11 ans en unité de soins palliatifs, euh, les patients de cardiologie, ils étaient excessivement rares et rarement confiés aux unités de soins palliatifs. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, il y avait l'équipe mobile de soins palliatifs était souvent euh, appelée pour participer aux décisions de prise en charge des patients à partir d'un certain niveau. C'est-à-dire, est-ce qu'il est raisonnable de continuer à faire de la technique ou est-ce qu'il faut arrêter? Globalement, hein, je vous le fais assez rapide et assez schématique. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que une unité de soins palliatifs sur le CHU à Toulouse, c'est 10 lits. Donc, il est bien évident que ce n'est pas l'unité de soins palliatifs qui va accompagner tous les patients. Et que l'idée, c'est qu'il faut des unités de soins palliatifs pour les patients qui sont excessivement complexes, c'est-à-dire ceux qu'on n'arrive pas à traiter. Mais pourquoi on n'arrive pas à les traiter dans les unités? Parce qu'on n'a pas les moyens. Les moyens qui soient la plupart du temps des moyens de personnel. C'est-à-dire le fait de pouvoir être là c'est très chronophage. Je veux dire, les unités de soins palliatifs avec des patients très complexes, il faut avoir beaucoup de personnel pour s'en occuper, si on veut faire du bon travail. Et donc ça, dans une unité traditionnelle, c'est très compliqué. Et après, il y a toutes les difficultés de traitement de la douleur qui font que quelquefois, on n'y arrive pas. Et après, il y a il y a toutes ces demandes de mort qui sont aujourd'hui pour lesquels aujourd'hui on ne peut pas répondre par une euthanasie. Et donc, en général, ces patients-là, on nous les a envoyés pour qu'on puisse discuter, prendre du temps de discuter, essayer de régler le souci. Donc, vous voyez que, à mon sens, il faut garder cette dichotomie entre le fait d'apporter avec les équipes mobiles de soins palliatifs et de douleur à essayer d'apporter l'idée des soins palliatifs ou l'aide des soins palliatifs dans les unités. Et en même temps, avoir des unités avec des gens spécifiques et spécialisés qui peuvent, dans les cas les plus complexes, être source de retrait, c'est-à-dire permettre aux gens de pouvoir passer la main quand ils se sentent débordés. Et ça arrive. Et ça arrive. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire un petit peu là sur ce que vous aviez dit dans les derniers temps. Bah, c'est très intéressant. Yannick, peut-être Louis, vous voulez intervenir? Votre micro est coupé, par contre, hein. Je suis un peu en retard parce que je fouillais dans mes notes. Vous avez été frappé au congrès de Poitiers par le fait que les soins palliatifs étaient étroitement reliés au cancer. Et j'ai relevé récemment dans Géripal le parcours du docteur Eduardo Bruera, canadien, qui en 1984 était interne dans un hôpital, section cancérologie, et qui a été frappé de voir que les médecins considéraient que la douleur qui accompagnait le cancer était normale. Elle était due aux métastases, au point final. Il a voulu réagir, mais il a eu un mal fou pour trouver un hôpital qui s'intéresse à la chose. Du Canada, il est parti aux États-Unis
et il travaille depuis sur la question. Il a créé, il a publié pas mal de choses, toujours en refusant de toucher les droits d'auteur. Certains ont été publiés en 50 langues. Je ne peux pas m'étendre sur la question, je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'il est considéré en Amérique du Nord comme le pionnier des soins palliatifs. Oui, c'est un itinéraire qui n'est pas rare dans ce monde-là, en effet. C'est-à-dire de personnes qui ont été choquées dans le monde médical, ou infirmières, médecins, par la manière dont les choses se passaient, les conceptions qui étaient autour d'une espèce de fatalisme, de refus aussi de conception d'échec, hein, voilà, et de refus d'envisager. Moi-même, j'ai vécu le temps où, 90 ans, on rentrait pas dans la chambre, c'était l'infirmière qui s'en occupait et tout le monde trouvait ça normal et ça aurait été déplacé de faire autrement. Donc, bon, nous avons quand même beaucoup évolué depuis, mais on a évolué, je pense, grâce aussi à des gens qui, comme ce monsieur, ce confrère, ont su évoluer dans ce domaine-là, bien sûr, bien d'accord. Est-ce que, Yannick, tu veux peut-être dire quelque chose en conclusion, puisque nous nous approchons de l'heure fatidique, que nous ne dépassons jamais? Alors d'abord que j'étais vraiment ravi de participer à cette table ronde, à cette discussion qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que je pense, tu l'as dit toi-même, là, tu viens de le dire par rapport à la gériatrie. La gériatrie, elle a considérablement évolué. Hein, on est parti des hospices et maintenant on est à faire de la prévention puisque finalement le programme ICOP, c'est la prévention de mauvaises trajectoires de vieillissement. Je pense qu'on est une discipline qui évolue, qui a su écouter les patients, qui a su écouter les gens en général. Et voilà, c'est pour ça que je pense que euh, la vie des gériatres notamment sur les soins palliatifs et sur la fin de vie, c'est un avis qui mérite d'être pris et qui n'est peut-être pas suffisamment écouté. D'accord, bah écoute, je te remercie. Alors, je vous annonce la prochaine visio. Normalement, ce sera avec une philosophe qui s'appelle Claire Larocque et qui va nous parler. Alors là, on est avec les philosophes, donc d'une notion qui, moi, m'avait accroché, puisque le pape François, en mars 2022, dans sa catéchèse, a évoqué les personnes âgées comme étant des produits de déchetterie. Bon, moi, personnellement, j'avoue que je n'avais jamais avancé les termes à ce niveau-là. J'ai été quand même un peu, enfin, un petit peu interloqué par ça. J'avais bûché sa catéchèse pour aller parler à Lourdes aux diverses associations de la pastorale de la santé de Midi-Pyrénées. Bon. Et quand j'ai vu ça, je dis, tiens, là, il y a quand même quelque chose, parce que moi, je connaissais le pot de fleurs, je connaissais celui qui a perdu la tête, euh, un peu comme si on pouvait perdre la tête, je vous demande. Je connaissais le vieux croton, je connaissais le pot de fleurs, la plante verte, je connaissais l'épave, bon, tout ça, mais je connaissais pas le produit de déchetterie. Bon. Et Claire Larocque vient d'écrire un livre sur les déchets, justement, c'est-à-dire sur le jetable, c'est-à-dire le consommable, un petit peu, voilà. Ça rejoindrait un peu la remarque de Roland Fardel, c'est de dire, bon, je suis plus rien, je suis bon, j'ai peu, bon à jeter, quoi. Voilà. Et donc, alors, c'est pas très optimiste, hein, vu sous cet angle. Et on aura besoin de Pierre Carreau, là, je crois, pour nous remonter le moral. Mais donc, a priori, ce serait début décembre que Claire Larocque nous ferait cette visio débat, comme nous l'avons fait ce soir.
En tout cas, personnellement, je remercie très fort Yannick Gagné et vous qui êtes venus ce soir. Et il y aura bien sûr le replay si vous voulez revoir ça, approfondir certains aspects, surtout des aspects qui peuvent être assez difficiles à comprendre pour des non-spécialistes. Et on se ferait un plaisir, en tout cas pour ma part, si vous ne comprenez pas certains aspects, certains termes par exemple, de vous répondre par mail pour vous expliquer tel ou tel aspect qui aurait pu passer inaperçu. Voilà, ou en tout cas non compris. Est-ce que vous avez encore une remarque avant qu'on se quitte ou je clôt la séance en vous souhaitant bon appétit et bonne nuit? Bon appétit et merci. Et Merci bonne nuit. Bonsoir à merci tous. beaucoup. Merci, merci à tous. Au revoir, bonsoir. Bonsoir, merci. J'ai pas mis la caméra, mais c'était juste parce que je suis ravitaillé par les corbeaux, donc j'ai un très mauvais réseau quand il y a son plus image. Voilà. Mais merci pour Bonsoir. votre gratitude, Dominique. Au Merci. revoir.